de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes là pour accompagner les entreprises de la filière du numérique dans leur développement. Et depuis le début du confinement, nous avons mis en place différents workshops pour toujours accompagner ces entreprises, mais aussi permettre à l'ensemble de l'économie régionale de pouvoir découvrir ce que peut apporter le numérique et aussi faire partager toute expérience qui peut aider les entreprises à avancer dans cette période. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion de crise, puisque on n'est jamais prêt à vivre une crise. Par contre, on peut essayer d'anticiper et d'avoir déjà un petit peu mis en place une réflexion en amont pour pouvoir le jour J être le plus rapidement opérationnel. Et donc pour ça, on accueille Yann Dumont qui va vous présenter un petit peu son parcours et puis ensuite qui vous éclairera sur le sujet. Yann, je t'en prie. Merci Delphine. Donc bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis bien content de participer à ce workshop pour vous faire partager cette expérience qui est le fruit d'un long trajet d'une carrière assez spécifique. Donc le but de cette présentation, c'est vraiment une présentation de sensibilisation, car à l'heure actuelle nous traversons une situation de crise, une situation sanitaire de crise, mais qui met en péril beaucoup de professions, beaucoup de spécialistes, et c'est une situation très anxiogène parce que il n'y a pas réellement de visibilité sur la durée, sur les enjeux, et surtout comment on va pouvoir sortir, grandi ou pas, de cette situation. Voilà, donc on va discuter de tout ça pendant, donc Delphine m'a dit, environ 45 minutes. N'hésitez pas à intervenir. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes, il n'y a jamais de questions anodines. Faut pas hésiter. Et puis, et encore une fois, je suis très content de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, déjà, je vais me présenter. Je vais me présenter rapidement. Donc je suis Monsieur Yann Dumont. Je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Faucon Consulting, qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec des bureaux qui vont bientôt ouvrir en France, notamment sur Paris. Ce cabinet de conseil est rattaché à un groupe qui s'appelle le Cabinet des Grands Projets, qui est basé également à Abidjan. Donc sur la Côte d'Ivoire, nous apportons des conseils auprès de sociétés ivoiriennes, des sociétés françaises, des sociétés étrangères qui s'installent, et donc nous apportons des conseils notamment dans le domaine de la sécurité. Donc je suis le directeur des opérations de ce cabinet également. J'ai eu un petit passé de 17 ans au sein de l'armée. J'étais sous-officier de carrière dans ce qu'on appelle les forces non conventionnelles, c'est-à-dire spécialisées dans les actions commando et puis dans la recherche de renseignements stratégiques. Une fois que j'ai fini mon cursus militaire, que j'ai pris ma retraite, j'ai dirigé un cabinet de conseil qui était basé au Luxembourg, un cabinet de conseil spécialisé dans la sécurité, la formation et l'accompagnement pour des personnes influentes en France, Europe et puis zone Afrique de l'Ouest, notamment avec un partenariat avec les assurances Chubb qui sont spécialisées dans le paiement de rançon et la gestion de crise. Voilà. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc le but de ce workshop, c'est de parler de la gestion de crise à travers une cellule de crise, en répondant à cette question: pourquoi et comment créer une cellule de crise. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions
pour des petites infrastructures, donc des TPE, des PME, des cabinets, parce que au quotidien, des situations de crise peuvent voir le jour. Je commence toujours mon intervention par cette phrase qui dit que lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles, ce qui est totalement vrai. C'est une fois que la crise elle éclate, il est trop tard pour la préparer, il est trop tard pour l'anticiper et pour prendre les bonnes mesures. On sera toujours dans la réaction, alors qu'en fait il faudrait être, mais là c'est du conditionnel bien évidemment, dans l'anticipation. Donc en une phrase, effectivement, tout est résumé. Et je dirais que d'être un chef d'entreprise, un responsable d'une activité, être un responsable encadrant, nécessite de prendre des décisions et par moments immédiatement. Donc on peut toujours prévoir, on peut toujours se dire il aurait fallu, mais c'est vrai qu'à partir du moment qu'on est des responsables dans n'importe quelle activité, une fois qu'arrive le problème, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre la solution, qu'il faut prendre la décision. Il est déjà trop tard. Donc, la présentation de notre plan. Donc, on va d'abord parler un peu de la vulnérabilité des TPE, des PME TPE, avec une analyse des risques selon les activités et une classification des risques des plus probables aux moins probables. Parce que quand on parle de gestion de crise, vous allez voir qu'on va parler de la classification et de l'analyse. On va brosser, ok, il y a le risque d'attentat, il y a le risque sanitaire et autres. Mais en fait, quand on prépare tout ça, il faut vraiment se mettre en tête qu'au quotidien, on va gérer des gestions de crise. Le DRH d'une PME va gérer des situations de crise. Le directeur technique dans une entreprise, il va gérer des situations de crise. Vous gérez des situations de crise au quotidien sans pour le cas vous écrire ou alors prendre des décisions qui sont déjà prévues en avance. Il y a des décisions, vous allez voir, qui sont instinctives parce que cette situation de crise, elle est normale, elle est logique dans les fonctions de tous les jours. Donc, on va d'abord parler de tout ça sur la vulnérabilité. Ensuite, le gros pavé, ça va être le point 2 sur l'organisation, comment on organise, comment on prévoit et surtout comment on met à jour. Les grands groupes, eux, ont la chance de pouvoir avoir des cellules qui vont faire ce gros travail à leur place. Un cabinet qui a les moyens financiers va pouvoir externaliser cette partie d'organisation et de prévention. Ils vont payer des cabinets pour faire ce travail à leur place. Maintenant, quand je suis directeur d'une TPE, d'une PME, j'ai pas spécialement les moyens financiers pour justement préparer tout ça. Donc, il va falloir que je retrousse les manches, il va falloir que je m'entoure, il va falloir que je le fasse moi-même. Ensuite, il va y avoir donc la partie déclenchement de la cellule de crise et le suivi. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle avec le Covid-19. La vulnérabilité au niveau des commerçants, des restaurateurs et autres. La crise s'est déclenchée, il a fallu s'organiser et puis maintenant on est en train de gérer au jour le jour parce qu'on n'a pas pu gérer cette situation de crise sanitaire en amont. Et je terminerai en disant que la gestion de crise se termine quand l'activité repart dans les mêmes bases d'avant la crise. C'est-à-dire que une fois que la situation elle est terminée et que la vie courante va reprendre, il y a forcément des dégâts financiers, il y a peut-être des dégâts techniques, on va les lister aussi. Donc le but, c'est que ma gestion de crise, si elle a été bien prévoyante et puis qu'elle a pu analyser toutes les hypothèses prévues, je dois pouvoir repartir sur les mêmes bases. C'est-à-dire que j'ai pu conserver le nombre de mes salariés, mon chiffre d'affaires ne sera pas impacté, mon infrastructure n'a pas été impactée. Je repars sur des bonnes bases parce que tout a été préparé. Alors bien évidemment, vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation, on peut pas penser à tout. On va pas avoir la bonne solution qui va régler par un tour de magie toute cette situation de crise, mais on va se préparer
Voilà. La situation de crise et la gestion de crise, c'est avant tout une mentalité, c'est-à-dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. C'est comme les maladies, c'est comme les accidents de voiture, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, en introduction, je dirais que d'être un chef d'entreprise ou alors être un responsable d'une activité, d'un encadrant et autres, nécessite de prendre des décisions face à des situations, la plupart du temps, imprévisibles. C'est pour cela que nous ne pouvons que conseiller un chef d'entreprise d'être très sensibilisé dans les 3 domaines, qui sont l'intelligence économique, la sensibilisation en sécurité et la sensibilisation en gestion de crise. Pourquoi? Parce que ces 3 domaines ont tous un point commun, c'est l'anticipation des actions. Alors, concernant la vulnérabilité des TPE, des PME, le travail sur l'analyse est très important et c'est certainement celui-là qui va nous permettre de dérouler l'ensemble de la préparation de ma cellule de crise et ma gestion de crise. Je dirais que chaque activité, qu'elle soit industrielle, commerciale ou de conseil tertiaire, se retrouvera obligatoirement face à des situations de crise au quotidien. La vulnérabilité première des TPE-PME est le fait de ne pas prendre en compte ou de ne pas pouvoir prendre en compte cette analyse de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je crée une structure ou que je décide de créer une structure, il va falloir se mettre en tête qu'effectivement, ma structure va être vulnérable. Elle va être vulnérable en plusieurs points que on va voir ci-après. Il faut avoir le temps, il faut avoir le budget pour financer soit un poste dans l'organigramme de la structure, soit un cabinet de conseil ou d'accompagnement. Ce que je vous disais en préambule, il faut se le mettre de côté. Si j'ai effectivement des moyens financiers, je vais pouvoir travailler avec un cabinet de conseil. Travailler à côté d'un cabinet de conseil, ça coûte cher, ça revient cher. C'est comme une assurance. Je prends une assurance, pendant des années, je vais cotiser. Certainement que je vais jamais avoir d'accident, il va rien se passer. Ça me coûte cher. Dans ma vie de tous les jours, ça m'apporte rien. Par contre, le jour où arrive un incident, c'est à ce moment-là que je suis content de payer mon assurance aussi cher, ou alors c'est là que je regrette de payer une assurance si peu chère, parce que les services qui sont liés au prix vont pouvoir effectivement me sauver ou pas. Si je n'ai pas les moyens financiers, parce que effectivement, je suis en train de démarrer mon activité et dans mon business plan, j'ai pas les moyens de m'entourer de cabinets, de conseils, d'avocats ou de communicants. Bon, ben, je vais le faire en interne. Ça va me prendre du temps, effectivement, parce que ça va être encore une couche en plus de ce que je dois faire, mais je vais me servir de l'effectif que j'ai dans mon entreprise pour ressortir le bien de chacun pour monter cette cellule de crise. La vulnérabilité est permanente. Ça, il faut vraiment en être conscient. La vulnérabilité est permanente, elle est changeante, c'est-à-dire que ce que je vais prévoir aujourd'hui ne sera pas valable demain. Ce qu'on est en train de mettre en place comme mesure, notamment pour le Covid-19, c'est valable à l'instant T, à chaque fois qu'il y a des points presse, qu'il y a des prises de décision, c'est valable à l'instant T, avec les informations qu'on a pu avoir à l'instant T. Mais dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ces informations ne seront plus les mêmes parce que tout change, tout bouge. Donc, les décisions qui sont prises à l'instant T ne sont plus valables dès le lendemain. Donc, il faut avoir une espèce de force de réactivité pour pouvoir être toujours en anticipation. Et donc, vu qu'elle est constamment changeante, il faut nécessairement une veille et une connaissance dans le management opérationnel, car la finalité de cette analyse est de proposer des décisions. Cette analyse de vulnérabilité doit répondre à cette question. Quelle est la dangerosité de mon activité? Si je suis, je dis n'importe quoi, si je suis banquier, les risques premiers, ça va être peut-être le hold-up pour récupérer le cash que j'ai dans ma boutique. Si je suis
Si je suis responsable d'un bureau de tabac, la première vulnérabilité, ça va être ça aussi. Ça va être la dangerosité de mon activité. Ça va être le braquage pour cambrioler, récupérer les cigarettes pour les revendre en contrebande, les jeux, etc. Donc chaque entreprise, chaque activité a forcément une ou plusieurs vulnérabilités. Donc la vulnérabilité, cette vulnérabilité et la dangerosité de mon activité, elle va être sur le plan concurrentiel. Et oui, même si je suis coiffeur, je vais avoir des concurrents. D'accord. Et il faut savoir que la concurrence ouvre beaucoup d'incivilités. Ça va passer par la dégradation, par du sabotage, et après on va monter en gamme sur les possibilités. Mais votre première dangerosité liée à votre activité, bien évidemment, ça va être le plan concurrentiel. La valeur de votre activité, et là quand je parle de la valeur, c'est la valeur pécuniaire. La mise en œuvre de votre activité, sur l'environnement de travail de votre activité, c'est-à-dire la sécurité au travail, parce que au quotidien, vous allez gérer des situations de crise liées aux accidents du travail. Sur le système, donc sur l'écosystème local et sur votre écosystème, et bien évidemment sur le plan écologique. Cette analyse est primordiale et elle permettra la rédaction de votre plan de sécurité et surtout de définir les moyens financiers et humains qu'il faut prévoir. Voilà, donc ça c'est la connaissance, c'est l'analyse en fait, c'est l'analyse des risques de votre activité. C'est ce qui va vous permettre de bien préparer la vulnérabilité de votre activité. Une fois que cette analyse elle est réalisée, il faut classer les risques du plus probable au moins probable. Il ne faut pas perdre de temps. Si jamais je suis je reprends l'exemple du coiffeur, je vais avoir peut-être un risque dans la probabilité, le risque attentat. Vous voyez, quand il y a des attentats à Paris, bon voilà, il y a les cafés proches du Bataclan, ils ont été pris en cible. Donc quand j'ouvre un cabinet, enfin un salon de coiffure, bien évidemment que je vais pas être la cible d'attentats terroristes, mais ça va être possible en termes de dommages collatéraux. Mais le plus probable, ça va pas être ça. Le plus probable, ça va être je sais pas moi, un concurrent qui a décidé de casser ma vitrine. Voilà, ça peut être une vulnérabilité immédiate. Donc cette analyse, il va falloir la classer du plus probable au moins probable. Cette classification est très importante car elle va permettre donc de déterminer ces moyens, les moyens à prévoir, l'importance du coût, du risque et les possibles pertes financières ou humaines, si on est dans l'extrême, surtout les conduites à tenir pour gérer cette crise. Donc cette classification doit prendre en compte l'ensemble des risques. Et là, il ne faut pas avoir peur d'extrapoler son imagination. Il ne faut pas avoir peur aussi de récupérer, de fouiller les faits divers. Il faut regarder tout ce qui a pu exister comme situation de crise dans mon domaine de compétences. Donc, le plus probable, généralement, ce qu'on va retrouver, ça va être les accidents de travail. Parce que qui dit accident de travail dit forcément il y a des procédures à mettre en place par la suite. Et donc, les accidents de travail, généralement, vous êtes très sensibilisé à ça. C'est de la gestion de situations de crise. À partir du moment où j'ai un accident de travail grave, il y a tous des process qui sont mis en place. Donc, vous êtes très drillé pour ce type de classification de risque. Il y a forcément ce qu'on va appeler la catastrophe passive. Ça va être quoi? Ça va être des incendies accidentels, ça va être des fuites d'eau, ça va être des coupures d'électricité, panne de matériel. Si j'ai une petite entreprise, à partir du moment que j'installe du matériel, j'ai forcément des protocoles qui sont mis en place naturellement. Ça va être une maintenance. Si mon matériel tombe en panne, en combien de temps il va pouvoir être changé? S'il est changé au bout de 24 heures, 48 heures, si mon activité est à l'arrêt à cause de cette machine qui ne fonctionne plus, je vais pouvoir estimer les pertes envisagées. Donc vous voyez,
au quotidien, il y a des situations probables qui sont déjà maîtrisées et qui sont déjà recensées. Les plus probables aussi, ça va être bien évidemment les mouvements sociaux. On l'a vu avec les mouvements, les manifestations des gilets jaunes ou alors des grosses manifestations qui ont suivi dans les transports et autres. Ça a nécessité des situations de crise internes parce que si j'ai un mouvement social au sein de mon activité elle est à l'arrêt ou au ralenti, il y a des blocus à l'entrée et aux accès de ma société. Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Si je suis pris au dépourvu, je ne vais pas pouvoir réagir intelligemment, je vais réagir dans l'action, avec de l'énervement, et donc j'ai besoin d'être entouré ou alors d'être préparé à ce type de situation. Il y a bien évidemment, dans les plus probables, il y a les intempéries, canicule, grand froid, inondations, c'est des choses qui ont déjà été vécues ou auquel cas on n'était pas préparé. Donc là aussi, ça nécessite une étude pour mener des gestions de crise. Si on va un peu plus loin dans les plus probables, il y a aussi les attaques cyber, donc les virus informatiques. Qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai l'ensemble de mon réseau informatique qui est à l'arrêt parce qu'il y a un virus qui pénalise l'ensemble de mon activité? Ensuite, on va aller dans de la dégradation volontaire, des vols, des crises pandémiques. C'est ce qu'on est en train de vivre avec cette crise sanitaire. Donc ça, c'est un panel d'exemples de situations les plus probables qu'on va pouvoir rencontrer au quotidien. Bien évidemment, les moins probables, ça va être quoi? Ça va être des prises d'otages pour avoir des revendications et autres. Ça va être des attentats, ça va être du sabotage lié à de l'intelligence économique. Ce sont des situations qui sont moins probables, mais qui existent. Donc, il ne faut pas les négliger. Bien évidemment, nous, au quotidien, selon où est-ce qu'on est situé et selon notre activité, c'est pas des choses qui vont nous arriver, mais ça peut arriver. Donc, il faut pas avoir peur aussi d'avoir une petite mesure, quelle mesure prendre si ça doit arriver. Il y a énormément d'exemples sur les prises d'otages. Prise d'otage, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire qu'un salarié qui se retrouve licencié, qui apprend son licenciement, peut prendre son DRH sous menace. C'est déjà arrivé aussi avec des patrons qui se sont retrouvés enfermés dans leur bureau suite à des négociations salariales qui se passaient mal. Donc généralement, les situations les plus probables sont indirectement préparées en cas de difficultés rencontrées. En cas de panne ou d'indisponibilité d'utilisation du matériel, par exemple, des contrats de maintenance ou de dépannage couvrent les désagréments. C'est quelque chose de naturel, on s'y prépare. Au même titre que des assurances qui vont prendre en compte des situations de catastrophes naturelles ou d'accidents passifs. Mais qu'en est-il pour des situations qui peuvent intervenir? Généralement, on dit toujours ça arrive chez les autres, chez mon voisin, mais jamais chez moi. Telles que la dégradation volontaire, le conflit, la crise sanitaire, la panne informatique liée à un virus. Généralement, pour ces derniers cas, on n'est pas préparé, on n'est pas du tout préparé à gérer ce type de situation. Donc une fois que j'ai analysé les possibilités de risque et puis que je les ai classées, je vais donc maintenant organiser, prévoir et mettre à jour. Pourquoi? Parce que chaque situation ne nécessite pas les mêmes moyens, la même énergie, la même formation. Donc on va organiser, on va prévoir et on va mettre à jour. Donc dans la partie organisée, il faut savoir qu'avant toute chose, il est nécessaire de créer un comité de pilotage de gestion des risques. Ce comité, selon l'effectif qu'on a à l'intérieur de notre infrastructure, sera présidé donc bien évidemment par le directeur général, la plus haute autorité, les différents responsables de service, si j'ai plusieurs services, ça va être le DAF, le RH, les juristes, parce que voilà, à partir du moment que je vais prendre des décisions, il faut que ces décisions soient bien sûr en phase avec la législation. Donc seul le juriste, un juriste va pouvoir valider quand même mes décisions. Le DAF est très important dans la gestion de crise parce que c'est lui qui va pouvoir aiguiller et orienter le directeur général sur les pertes, sur les besoins financiers, et il va immédiatement savoir quel type de ressources et d'aide
il sera nécessaire de demander en cas de crise. Et si on a les moyens, bien évidemment, les représentants du personnel, parce que qui dit situation de crise, comme ça se passe à l'heure actuelle, il y a du chômage partiel, il y a de la fermeture, et donc il faut que les représentants du personnel soient inclus dans ce comité de pilotage. C'est très important. C'est très important comme ça. On ne pourra pas dire que vous cachez des informations, on ne pourra pas dire que vous n'étiez pas préparé. Le fait de faire participer les représentants du personnel, ça met en avant cette volonté de transparence et de bienveillance. Chaque responsable est porteur et apporteur de solutions dans chacun des domaines spécifiques qui permet d'apporter des hypothèses de fonctionnement et d'en déduire 2 voire 3 hypothèses. Vous voyez, l'idée, c'est pas de créer un vrai livre blanc comme on peut avoir, nous, dans les armées, où on va s'inventer et imaginer des menaces et puis des conflits armés. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, donc pour lutter contre le vol interne, bon, on va prévoir telle et telle solution. L'idée, c'est pas d'en prévoir 10. Franchement, s'il y a 2 hypothèses, 2, 3 hypothèses selon votre activité, c'est déjà très, très bien. L'ensemble donc des personnes est acteur. Tout le monde va pouvoir apporter sa valeur ajoutée. Tout le monde a une valeur ajoutée liée à son expérience et surtout liée à ses connaissances au sein de l'entreprise. Donc ce comité de pilotage doit être adapté à la taille de l'entreprise, bien évidemment, et surtout, il ne faut pas s'inventer conseiller. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une place dans l'entreprise, mais c'est pas pour ça que je vais maîtriser des domaines. Je vais pas m'inventer des domaines de compétences. Et ça, il faut bien faire attention parce que il suffit de regarder ce qui se passe à l'heure actuelle avec le Covid-19. Quand vous regardez sur les plateaux télé, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont les connaissances. En fait, nous, les téléspectateurs, nous sommes complètement perdus parce que ce qui est dit ne reflète pas la réalité. Donc, il ne faut pas s'inventer conseiller, il faut savoir être humble, il faut savoir dire ça, ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne sais pas, je laisse ma place aux autres. Par contre, je veux bien écouter, je veux bien analyser, il n'y a pas de souci, mais voilà, je ne sais pas, donc je vais pas m'inventer, conseiller. Bien évidemment, le bon sens prime. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils. Donc ça, c'est dans la partie organisée. La partie prévoir. Donc, prévoir paraît si simple et c'est pourtant bien la partie la plus compliquée. Comment prévoir des situations qui sont peu probables et comment prévoir l'imprévisible? Car dans prévoir, il faut estimer des coûts de formation, des coûts d'accompagnement, d'aménagement des postes de travail. Il faut prévoir des pertes financières. Pour être au plus proche de la réalité, il faut mettre face aux différentes hypothèses des recherches de cas concrets et de veille. C'est-à-dire que quand je fais ma classification de possibilités de crise, je ne suis pas dans l'invention. Si j'estime que le risque concurrentiel, il est fort lié à mon activité, il va falloir que je recherche des cas concrets et des cas réels. Je ne peux pas passer mon temps à inventer des situations de crise qui n'existent pas. Il n'y a que en prenant des cas réels qui sont déjà passés que je vais pouvoir être guidé et être aidé pour mettre en place les bonnes solutions face en fait à cette gestion de crise. Parce que le but final, c'est quand même bien de trouver des solutions. Le but final, c'est de mettre en place des solutions. Donc prévoir le prévisible est un automatisme. Au quotidien, des situations de crise sont résolues, c'est-à-dire, je prends quelques exemples, l'absentéisme, les maladies, ce sont des situations de crise. Elles sont très passives, mais il y a des automatismes. Si dans une chaîne de montage, il y a telle personne qui ne vient pas travailler le matin, le responsable de la chaîne, automatiquement, il sait comment il va gérer la poursuite du travail, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps.
Si j'ai une panne d'une machine, c'est pareil. Je sais qui je vais devoir appeler parce que quand j'ai installé ces machines-là, eh ben, j'ai mes fiches d'informations et je sais quel est le cadre que je vais devoir appeler. Donc ça, ce sont des situations de crise qui, en fait, sont transparentes parce que au quotidien, elles sont naturelles. Donc, il faut se servir de ce qui se fait naturellement sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais c'est exactement le même principe. Donc en fait, ces situations qui sont prévisibles, ce sont des situations où les dirigeants sont confrontés depuis qu'ils sont dans le monde du travail. Alors ces situations sont gérées par habitude, parce qu'elles sont justement prévisibles. Les managers vont agir naturellement parce que ces situations font partie de leur quotidien. Il faut donc avoir le même réflexe avec les autres hypothèses. Certaines seront constamment en sommeil, d'autres seront marginalement exécutées et d'autres fréquemment présentes. C'est clair, une fois que j'ai fait ma classification de dangerosité, bien évidemment, si j'ai réfléchi au risque attentat, bon, bah, pendant 30 ans, pendant 40 ans, peut-être que ce plan-là ne sera, et il faut l'espérer, ne sera jamais mis en place. Par contre, le scénario sur la panne informatique ou alors l'arrêt de mon système informatique lié à une pollution virale, ça peut arriver. Ça peut arriver même très rapidement. Mais ça sera peut-être marginal. Et, euh, et, les, et, les, et celles qui seront fréquemment présentes, on en revient au même, ça va être les pannes, ça va être généralement la gestion humaine. Dans la phase de prévention, il ne faut pas sous-estimer un seul scénario, car il suffit qu'un scénario soit mal préparé ou délaissé car jugé trop fantaisiste pour faire face à une catastrophe irréparable. Si on prend le cas du Covid-19, il y a eu des signes. Il y a eu des signes avant-coureurs. On n'a pas pris en compte ces signes avant-coureurs. Alors que quand ces signes avant-coureurs étaient déjà présents, logiquement, chaque chef d'entreprise responsable était déjà dans la possibilité de se dire que voilà, il y a des risques pandémiques sur la grippe hivernale, il y a des sensibilisations sur d'autres maladies virales, gastroentérite et autres. Donc logiquement, je suis déjà dans cette mentalité-là de dire qu'il y a quand même un risque à ce que je vais avoir un fort taux d'absentéisme lié à cette pandémie que l'on connaît depuis des années. Donc les risques d'une gestion de crise non préparée peuvent être catastrophiques. Au mieux, avec de la bonne intelligence, la situation se gérera au fur et à mesure des événements. C'est malheureusement ce qu'on est en train de faire avec le Covid-19. C'est donc du pilotage à vue. Il y a une situation qui vient de se déclencher, on n'y était pas préparé, on a de la bonne intelligence autour de nous, on a des gens qui réfléchissent, donc très rapidement, on est capable de prendre des décisions. Seulement, au lieu d'avoir un temps d'avance sur chaque situation, on va se retrouver toujours à piloter à vue. On va à chaque fois adapter nos prises de décision face à l'évolution de la menace ou de la situation. Au pire, la situation fait perdre entièrement le contrôle avec tout ce qui en découle. Donc, perte de confiance des salariés, droit de retrait, grève, atteinte à la réputation de la société, perte économique, diminution de la trésorerie, etc. Ce qui entraîne généralement une fermeture définitive. Donc ça, on arrive vraiment déjà dans l'extrême. Dans un monde de concurrence, il faut être prêt, plus que son voisin, plus que son concurrent, plus que son ennemi. Ça, je pense qu'il faut vraiment se le graver, que on est dans un monde qui est ouvert, l'information, elle est ouverte, c'est très dur de garder des secrets. Donc, dans ce monde de concurrence, il faut toujours être prêt. Prévoir les scénarios, les moyens humains, les moyens techniques, les renforts et les moyens financiers. Je dirais que prévoir, c'est protéger. Le but de cette préparation de gestion de crise, c'est bien de protéger. Protéger la valeur de votre production, de votre savoir-faire et de votre intelligence. Protégez vos hommes avec un H, ça va être l'ensemble de vos salariés, hommes et femmes, le personnel qui œuvre au quotidien pour créer, produire, rechercher. Et bien évidemment, protégez votre économie, votre capital, et ce jusqu'à la fin de la gestion de crise. Et je dirais même plus jusqu'à la reprise jusqu'à la reprise de l'activité. Une fois qu'on a parlé de tout ça, il faut continuer à mettre à jour.
Donc, j'ai réfléchi, j'ai préparé, j'ai écrit les scénarios. Face à chaque scénario, j'ai défini quels étaient les moyens que je devais mettre en place. Mais ça, je l'ai fait il y a peut-être 10 ans en arrière. Je l'ai peut-être fait il y a 5 ans en arrière. Je l'ai il y a peut-être un mois en arrière. Et comme je le dis, toutes les situations changent, elles bougent, et ça va très vite. Donc, il faut mettre à jour. Mettre à jour, si j'ai la chance d'avoir un cabinet extérieur, cette mise à jour elle va être quasi quotidienne, parce que ça va être leur métier, ça va être leur mission. Il va falloir qu'au quotidien, ils fassent des recherches sur ce qui se passe dans les autres pays par rapport à ces situations-là. Par contre, si jamais c'est de l'interne, bien évidemment, la mise à jour ne doit pas se faire au quotidien. On n'a pas les moyens et on ne peut pas et on n'a pas le temps pour ça. Si on arrive à faire une mise à jour déjà au niveau trimestriel, c'est déjà très très bien. Parce que le monde va très vite, les crises évoluent, les protocoles également. Ce qui était valable hier n'est pas forcément valable aujourd'hui. Il faut impérativement tenir à jour les documents, donc les plans de sécurité, les plans de continuité, etc., en prenant en compte les évolutions internes, notamment les suivis RH, les évolutions techniques, l'évolution de l'infrastructure d'où je travaille, le matériel qui est en place et bien évidemment budgétaire. Les évolutions dites officielles, les normes, les obligations, les responsabilités qui sont éditées par les ministères ou la préfecture et les préconisations des services de l'État. Par expérience, à chaque fois qu'il y a une crise qui est déclenchée, il y a des juristes qui nous ressortent des fois des documents, qui nous montrent, regardez, voilà, ça a été fait. Mais les personnes qui sont dans ce qu'on appelle, par exemple, des araignées d'alerte ne sont plus en poste parce que la mise à jour n'a pas été faite. Donc, des fois, la mise à jour, c'est juste ça. C'est le changement de poste, c'est les numéros de téléphone, les changements d'adresse mail qui n'ont pas été faits. Et on se retrouve à devoir appeler telle ou telle personne et on perd du temps parce que les numéros ne sont plus à jour. Il sera impératif donc de planifier des réunions gestion de crise pour prendre connaissance de ces mises à jour et les valider. Car même si les préconisations et les plans de sécurité sont rédigés par des professionnels, il faut impérativement que l'ensemble des documents soient présentés au comité de sécurité. Présenté veut bien dire décrit, argumenté et vérifiable. C'est-à-dire qu'à partir du moment que j'ai décidé d'externaliser cette création de documents par un cabinet extérieur, le cabinet extérieur n'écrit pas ce qu'il veut à l'intérieur des documents. Alors, c'est son métier, donc il va savoir faire, il va le faire, mais ce qu'il a écrit doit être validé par le comité de pilotage que vous aurez créé. Parce que vous devez être d'accord. Vous devez être d'accord avec ce qui a été écrit à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'il y a les prises de décision qui sont lancées, c'est votre responsabilité. Et si jamais il se passe quelque chose, bah bien évidemment, c'est vous le responsable et c'est pas le cabinet de conseil. Généralement, les cabinets de conseil se dédouanent en fait de cette prise de responsabilité. Donc, si vous passez par des cabinets extérieurs, ces cabinets extérieurs, quand ils vous rendent leurs écrits, quand ils vous rendent leurs dossiers, il faut que ça soit, donc là j'insiste, décrit, argumenté et vérifiable. Le vérifiable est très important. Ça va vous permettre de vérifier que ce qui est écrit, ce qui est dit, ce n'est pas fantaisiste. Parce que tout ce qui doit être mis en place doit être réalisable. Alors là, on va arriver dans le fil continu qui est le déclenchement de la cellule de crise et le suivi. Donc l'analyse de la crise. Si je prends l'exemple du Covid-19, la situation est partie de la Chine. Le virus a migré, n'est pas arrivé directement en France. D'accord, il a d'abord était dans d'autres pays. On a eu le temps de se préparer, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps d'alerter. Ça, c'était notre forme d'analyse. Donc, j'analyse la crise et par rapport à cette analyse, de là va en sortir la prise de décision que moi j'ai décidé et que j'ai écrit avec mon comité de pilotage. Donc, j'analyse la crise sous toutes ses formes. L'analyse de cette crise, ça va me permettre de savoir, sous forme de décision, est-ce que je dois fermer mon entreprise? Est-ce que je dois limiter les accès? Est-ce que je peux faire venir une personne un jour sur deux? Enfin,
face à toute cette situation, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, notamment avec votre comité de pilotage. Donc c'est pareil, cette forme d'analyse, elle n'est pas fantaisiste, elle doit être au plus large. Voilà. C'est comme sur la recherche de la classification de la vulnérabilité de mon activité. Je vais devoir aussi extrapoler cette analyse. Parce que face à cette analyse, il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Il y aura forcément mes salariés, il va y avoir mes fournisseurs, il va y avoir mes clients. Donc, est-ce que je vais pouvoir continuer à fournir mes clients? Est-ce que mes fournisseurs vont pouvoir continuer à m'alimenter en matières premières? Est-ce que je vais pouvoir, oui ou non? Donc ça va être dans cette analyse de crise. Quel est l'impact de cette crise sur mon activité? Et surtout, sur combien de temps? La conduite et la mise en œuvre des plans de sécurité de continuité. Donc, une fois que j'ai analysé la crise, c'est qu'à ce moment-là que je vais pouvoir mettre en œuvre les plans qu'on a définis dans nos scénarios. Ensuite, il y a le pilotage de la cellule de crise. Donc, le pilotage de la cellule de crise, ce pilotage, donc, il se fait avec l'ensemble des gens qui sont dans mon comité de pilotage. Je vais adapter ma communication. Et ensuite, je vais faire et transmettre des points de situation. Ces deux dernières parties, adapter la communication et faire et transmettre des points de situation, sont primordiales. C'est ce qui va permettre à l'ensemble de vos salariés, fournisseurs, clients, de se rendre compte que vous maîtrisez la situation et que vous n'êtes pas en train de naviguer à vue. Donc là, vu que je suis presque dans le temps, 45 minutes, le petit bonus, c'est donc la communication. En gestion de crise, la communication est un domaine aussi important, voire plus important que la prise de décision. C'est dingue de devoir dire ça à notre époque, mais c'est tellement vrai parce que avec la propagation des informations et des contre-vérités sur les réseaux sociaux, les contre-vérités vont beaucoup plus vite que les prises de décision que vous allez mettre en place. Donc en gestion de crise, la communication maintenant, c'est devenu le domaine qui est le plus important. Malheureusement, c'est comme ça. La communication sert à envoyer des messages, des signaux, des encouragements. Il s'agit là d'un domaine de spécialistes. Personne ne peut se transformer en communicant. Selon la situation du moment, il faut définir un rythme de diffusion d'informations. Attention à la totale transparence. Des fois, on a envie de montrer notre honnêteté, on a envie de tout dire. Ça peut se retourner rapidement contre nous. Se retourner contre nous, ça va vouloir mettre en avant notre incompétence. L'incompétence d'avoir géré la crise, l'incompétence de n'avoir pas vu arriver la crise, l'incompétence de n'avoir pas pu protéger les salariés, l'incompétence de n'avoir pas pu protéger son chiffre d'affaires. Et donc, c'est très dramatique. Et il faut partir du principe que même si vous apportez les bons éléments, que vous apportez les bons messages, que vous apportez les bons signaux, tout ce qui sera dit sera vérifié par tous, voire même démenti. Il faut donc maîtriser le message, le contenu et sûr de la fiabilité des annonces ou des mesures diffusées. Il vaut mieux perdre un peu de temps à relire et à faire valider les messages que vous voulez divulguer, plutôt que de le faire activement. Et il suffit d'un mot, d'une virgule qui soit mal placé pour que votre communication soit catastrophique. Jean-Luc Lagardère dit « La communication est une science difficile, ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive. » Donc au même titre qu'un conseiller dans le domaine de la sécurité et de la gestion de crise, je ne peux pas m'inventer communicant, c'est pas possible. Je suis obligé de me faire aider si jamais je veux avoir une bonne communication. Et enfin, en conclusion, Winston Churchill disait « Il ne sert à rien de dire « Nous avons fait de notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. » Il est 48 minutes. 48 minutes. J'ai peut-être parlé un peu vite. J'ai essayé d'être le plus pragmatique pour apporter le plus d'informations nécessaires à la vie de tous les jours et surtout pour préparer ces gestions. N'hésitez pas à même d'ici quelques temps à poser ou à reposer des questions. Ça sera avec un grand plaisir, bien évidemment, que j'y répondrai si nécessaire.
En tout cas, merci beaucoup Yann. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir des pistes pour justement préparer ces crises, puisqu'il va y avoir aussi la situation post-déconfinement qu'il va falloir aussi gérer. Donc ça va être d'autres points à mettre en place. Et ce que j'ai pu également lire ou entendre dernièrement, c'est surtout que il faut essayer de retirer quelque chose de ces situations et de pouvoir en tirer en fait des enseignements, et que pendant les crises, on va mettre en place certaines choses et qu'il faut justement réussir à conserver ces choses qui ont pu fonctionner, et il ne faut pas forcément repartir à une situation identique à l'avant-crise. C'est ça, c'est ça. Il faut se Voilà. servir justement, c'est ce que j'ai mis, hein, ce qu'on appelle des retours d'expérience, hein, des rétex, euh, parce que même si on nous dit que là, par exemple, si je prends le cas, parce que c'est l'actualité sur le Covid-19, même si on nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, si on prend cet exemple, euh, euh, on sait que ça va revenir, on sait qu'il va y avoir des vagues, on sait qu'on va reprendre une activité, mais on sait surtout que cette activité risque aussi de nouveau s'arrêter. Là, on parle de déconfinement partiel. Rien ne nous dit que d'ici 2-3 mois, on va devoir refermer des lieux qui ont ouvert au mois de juin, et on revient de nouveau dans une nouvelle situation de crise qui n'était pas prévue. Tout à fait. Pour les participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat qui est sur votre droite de l'écran, ou si vous souhaitez également nous faire part d'une expérience que vous avez pu vivre. En tout cas, donc sachez que effectivement, j'ai à votre disposition les coordonnées de Yann si vous souhaitez échanger avec lui sur la thématique, puisque là, effectivement, Yann, tu as dû faire un peu un condensé et aller à l'essentiel. Oui, Donc, c'est très sopo en fait, hein. C'est très très sopo. C'est des termes, c'est même à écouter des fois c'est très ennuyeux parce que voilà, la gestion de crise c'est technique, c'est anxiogène, c'est pas très facile à animer comme ça derrière des ordinateurs, mais mais bon, c'est des domaines qui sont très passionnants. d'ailleurs, on va tenter quelque chose. Alors, la raison pour laquelle vous n'aviez pas encore vu Yann jusqu'à maintenant, c'est que sa connexion Internet étant un peu capricieuse aujourd'hui, on avait décidé de ne pas mettre la caméra. Donc, je vais réactiver la caméra pour que vous puissiez quand même avoir Yann en visu, qui est donc intervenu pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup Yann pour cette intervention. Et puis, donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute interrogation. Et surtout, consulter régulièrement notre site internet pour retrouver le programme de nos workshops ou les replays, puisque vous pouvez retrouver sur notre site l'ensemble des replays. Et on vous envoie prochainement le programme par mail aussi des prochains workshops qui auront certainement lieu à partir du 18 mai. Mais ça, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Yann.